Et à 7h43, c'est l'heure du petit déjeuner politique. Et votre invité ce matin, Benjamin, c'est Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Le Royaume-Uni toujours en quarantaine forcée après la découverte de cette souche du Covid plus contagieuse. Emmanuel Macron parle d'une mutation problématique alors que la suspension des vols et des trains avec la France doit prendre fin à minuit. Est-ce qu'il faut prolonger, selon vous, cette suspension au cas où ? Tant que l'on n'en sait pas plus et par mesure de précaution, je suis plutôt favorable à ce que l'on se protège. On a déjà assez à faire avec le virus tel qu'il est aujourd'hui. Si en plus on a un virus mutant qui aurait un degré de propagation 70% de fois plus élevé que celui que l'on connaît, bonjour quoi. Alors je sais les désagréments que ça provoque, y compris pour l'économie, y compris l'économie régionale, chez moi dans la région, puisque l'usine Toyota Onin est obligée de fermer quelques jours plus tôt parce qu'il a du mal à s'approvisionner en pièces provenant de Grande-Bretagne. Je pense aussi à nos ressortissants, aux Français qui sont aujourd'hui en Grande-Bretagne et qui auraient aimé revenir passer les fêtes en famille. C'est terrible pour elles. J'aimerais bien qu'on puisse leur trouver des solutions, que l'ambassade de France les accompagne. Je sais que là-bas, pouvoir faire un test PCR pour avoir le droit de sortir, ça coûte entre 200 à 400 livres. Ah, c'est pas la France, quand il n'y a pas la sécurité sociale, ça coûte bonbon. Ouais. Eh ben, qu'on leur trouve le moyen de pouvoir les rapatrier, qu'ils puissent venir quand même faire des fêtes et qu'ils ne pâtissent pas de cette situation pour laquelle ils ne sont en rien responsables. Qu'on puisse trouver donc une solution pour eux. Est-ce que ça relance d'une certaine façon le débat qu'on a pu avoir et qu'on a toujours sur le manque de contrôle à nos frontières, avec notamment l'absence de tests négatifs exigés de manière systématique pour la France? On voit bien qu'avec un virus comme celui-là, on a besoin, les frontières sont utiles pour mettre des limites à partir desquelles on doit effectuer des contrôles. Effectivement, vous savez, il y a des pays qui ont fait le choix d'éradiquer le virus, de le supprimer, alors que nous limitons sa circulation et nous devrions apprendre à vivre avec. Il n'y a pas que la Chine qui a fait ce choix-là. Il y a la Corée du Sud, il y a Taïwan, il y a la Nouvelle-Zélande. Ils ont quelques clusters qui apparaissent, mais tout de suite, ils mettent une chape de plomb autour. Ils confinent les quartiers, les villes concernées, jusqu'à l'éradication du virus, pour pouvoir reprendre une vie normale ensuite. Donc, quand je vois qu'il y a un virus mutant dangereux qui arrive, faisons tout pour qu'il n'entre pas en France de manière stricte. Parce que sinon, quand je vois que le vaccin, les Français sont pas friands de se faire vacciner et que ça va prendre 1 an pour se faire vacciner, mais je me dis qu'on va continuer de vivre avec pendant l'année 2021. Donc n'en rajoutons pas et soyons extrêmement vigilants à nos frontières. Donc avec des tests plus ou moins obligatoires, c'est ça l'idée? Oui, effectivement. Olivier Véran, en tout cas, le ministre de la Santé, a dit qu'il était possible que cette nouvelle souche circule déjà en France. Est-ce que ça veut dire que, même au-delà de la question de nos frontières, est-ce que ça veut dire que même en France, il faut peut-être aller plus loin, comme ailleurs en Europe, vers potentiellement un confinement, ou en tout cas de réinvestir l'idée du couvre-feu pour Noël, par exemple? Il y a déjà une mesure à mettre en œuvre aujourd'hui. Mais on le demande depuis un moment. C'est que dans la politique du tester, isolé, protégé, dès qu'une personne est testée positive, il y en a entre 10 à 15 000 par jour en ce moment, chaque personne testée positive doit être suivie par une équipe médicale, et pas que, qu'on puisse leur proposer un hébergement, qu'on puisse s'assurer qu'ils restent bien isolés, que l'on puisse enquêter sur l'origine du virus, comment ils l'ont attrapé, mener des enquêtes, traquer le virus. C'est très très cher en moyens humains. Mais quand je vois le taux de chômage dans notre pays, le nombre de jeunes en recherche de boulot, je me dis que ça nous ferait du bien d'embaucher 50 000, 60 000 personnes et de traquer ce virus et de créer toutes les conditions que les personnes testées positives soient isolées. Je ne vous dis pas de manière coercitive, c'est-à-dire en les enfermant, en mettant un policier devant leur maison, mais en allant les voir tous les jours et s'assurer que quotidiennement, ils restent chez eux, chez elles, et qu'ils s'isolent. Ça, c'est une manière efficace
concrète de pouvoir lutter contre la circulation du virus et faire en sorte d'éteindre les foyers. Depuis quelques heures, il y a un texte qui agite énormément les réseaux sociaux. Ce texte, le voici: projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, qui a été déposé donc à l'Assemblée nationale, présenté par le Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex. Ça veut dire quoi ce projet de loi? C'est un état d'urgence permanent qu'on nous promet à travers ça? Écoutez, je n'en sais pas plus que vous, si ce n'est que ça vient de sortir. On va commencer à en parler. J'espère quand même qu'il va y avoir un petit peu de démocratie dans ce pays, que tout ne sortira pas du Conseil de défense auquel on n'a pas accès. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est en connaître beaucoup plus sur les vaccins qui vont être mis sur le marché. Aujourd'hui, il y a une seule étude scientifique qui a été mise, dont on a connaissance, c'est celle de Pfizer BioNTech. Le Vidal, c'est-à-dire la référence pour les médecins de famille, s'en est saisi. Ils ont fait une étude de cette étude, et ce qu'il en ressort, c'est qu'une fois que nous avons été vaccinés, donc le vaccin est efficace, il faut le dire, il faut se faire vacciner, je le dis aussi, mais nous ne savons pas tout non plus du niveau d'efficacité du vaccin dans sa transmission. Et il apparaît que même quand on est vacciné, nous pourrions être asymptomatiques et transmettre le virus. Donc vous imaginez bien que si on est vacciné, mais qu'on peut quand même transmettre le virus, et que donc il faut conserver les gestes barrières, le masque, machin, patacoufin, c'est pas un passeport j'ai été vacciné, j'ai le droit de sortir, qui va nous permettre de sortir du confinement. Donc il y a une vraie politique de traque du virus à mettre en œuvre, et j'en reviens à la politique de test, d'isolement qu'il faut développer. Plus encore, il ne faut pas croire que le vaccin il va tout régler. Pour l'heure, le vaccin en tout cas ne suffit pas, de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Le vaccin ne suffit pas, et puis il y en a encore, il y a 6 ou 7 laboratoires pharmaceutiques qui se font concurrence, qui se tirent la bourre pour être celui qui va avoir le vaccin le plus efficace. Franchement, moi ça me fait vomir cette histoire. Et on est face à un fléau. On est face à un fléau qui touche l'humanité entière, des peuples plus fragiles que d'autres d'ailleurs. Et on a des laboratoires pharmaceutiques obnubilés par l'argent, par les profits qu'ils vont faire sur ce vaccin, au lieu de se mettre en commun, de travailler ensemble au service de l'humanité, et de dire, voilà, nous avons échangé nos recherches, nous avons travaillé sur les zones d'ombre qui existent, et voilà ce que nous avons trouvé, et maintenant tous ensemble on met ce vaccin à disposition des peuples à prix coûtant pour que ça ne coûte pas aux États et aux personnes. Ça aurait été beau. Mais là, je rêve. Mais on parle d'entreprises privées, surtout, dont l'intérêt est effectivement de faire des profits. Les mecs qui ne pensent qu'à ça. Combien je vais gagner d'argent sur la pandémie? C'est bien pour ça que nous appelons à un pôle public du médicament en France ou à l'échelle de l'Union européenne, pour faire en sorte que la recherche sur le vaccin et l'accès aux soins, eh bien, ce soit une politique publique sur laquelle on ne se fait pas d'argent, mais on pense d'abord à soigner les gens. D'autant qu'on a appris, mais alors complètement par hasard, fortuitement, eh bien, qu'il y avait une gamme de tarifs, une gamme tarifaire sur ces différents vaccins très très large aussi. Ah mais c'est pire que ça. Il a fallu une bourde de la secrétaire d'État belge sur le prix de ces vaccins pour que l'on découvre que le prix du vaccin va de 1 à 8. C'est-à-dire que le plus bas, c'est AstraZeneca, il a 1 quelque chose, et le plus élevé, il est à 14 € et des cacahuètes. Mais qu'est-ce qui fait que ces vaccins coûtent 8 fois plus cher entre l'un et l'autre? Il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Qui va payer au final? Parce que ça, c'est un scandale, ça? Mais bien sûr. Mais enfin, vous vous rendez compte, les dizaines, les centaines de milliards d'euros de bénéfices qu'ils vont se faire sur notre dos, les contrats qui ont été placés par la Commission européenne avec chacun de ces grands laboratoires pharmaceutiques, nous n'en avons pas connaissance. Nous ne connaissons rien de ces contrats. Il paraît qu'il y a des clauses d'indemnisation en cas de problème sur ces vaccins, qui fait que les laboratoires sont totalement dédouanés, et en cas de problème, c'est aux États de payer. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi les problèmes? Quel niveau de responsabilité? Combien il faudra payer? C'est quand même notre argent, c'est quand même les deniers publics. On parle de... Si c'est pas les Français qui payent le vaccin, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle n'est pas financée par le bon Dieu, elle est financée par nos cotisations sociales. Les vôtres, les miennes, celles de votre patron. Et ça finance la Sécu. Ça va coûter 1,5 milliard l'accès au vaccin. Ça va coûter quand même. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'efficacité totale, quelles sont les indemnisations, quelles sont les responsabilités.
Enfin, c'est quand même incroyable. Pourquoi on va alors... S'il y a des prix de vaccins qui va de 1 à 8... on a acheté beaucoup de plus cher, beaucoup de pas cher. Pourquoi, comment, sur quelle base? Enfin, c'est du grand. On a l'impression d'être dans la foire, dans un Monopoly, avec des cases qui coûtent cher, des vaccins qui coûtent pas cher, et c'est à celui qui a le plus de pognon. Enfin, non, franchement. Vous demandez donc plus de transparence là-dessus de la part du gouvernement ? Il faut se faire vacciner. Il faut inviter nos concitoyens à se vacciner parce que les vaccins sauvent des vies. Dans toute l'histoire, les vaccins ont sauvé des vies. Que ce soit la poliomyélite que l'on a connue et qui fait qu'aujourd'hui on ne voit plus d'enfants abîmés par cette maladie parce qu'on se vaccine aujourd'hui contre la polio, donc il faut se vacciner. Mais le vaccin, on se vaccinera si on a de la confiance, si on a de la transparence, et c'est ce que nous réclamons, nous, au Parti communiste français. Et pas de profit sur la pandémie. C'est la raison pour laquelle, avec 13 pays de l'Union européenne, nous avons lancé une grande pétition européenne. L'objectif est d'atteindre 1 million de signatures pour obtenir de la Commission européenne la transparence et le partage des brevets et des connaissances pour faire en sorte de lever toutes les ondes d'ombre sur ce vaccin et qu'il soit le plus efficace possible pour le bien-être de tous. On parle de la crise sanitaire, on parle aussi de la crise économique que l'on vit actuellement. On l'a appris, le gouvernement qui a prévu de réduire la voilure sur le chômage partiel à partir du 1er février. On a dans le même temps ce maintien au 1er janvier du retour des négociations sur la réforme de l'assurance chômage pour une réforme attendue d'ici avril. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger là? Vous savez, les mesures qui viennent d'être annoncées sur le chômage partiel s'accompagnent en même temps d'une multitude de plans sociaux. 850 000 suppressions d'emplois en quelques mois. Je pense notamment aux salariés de Verallia à Cognac qui entament leur 5e semaine de grève suite au licenciement annoncé dans leur entreprise alors que le groupe distribue des dividendes. Je pense aux salariés de Bridgestone à Béthune dans ma région où les lettres de licenciement pourraient arriver s'il n'y a pas de repreneur vite annoncé. Tous ces licenciements de ces grands groupes ne sont pas liés à la pandémie. Ce sont juste des licenciements boursiers au nom de la compétitivité et de la rentabilité exigée par les actionnaires. C'est honteux. En période de pandémie, on se serre les coudes. Et on aurait dû imposer à ces multinationales on aurait dû ne pas autoriser les licenciements, mettre un moratoire sur tous ces licenciements et faire en sorte que ces entreprises ne licencient pas et à ce que l'on préserve un maximum d'emplois dans notre pays. Fabien Roussel, le mot de la fin avec Laurence Garcia. Alors, le mot de la fin, il nous reste 2 petites minutes à peine. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle de 2022. Et là, vous parlez de solidarité, de l'importance d'être unis tous ensemble face à la crise sanitaire. Sauf que là, face à la présidentielle, PC cavalier seule la gauche unie pourrait quelque part s'imposer face à un duel qu'on annonce Macron-Le Pen, non ? Écoutez, l'élection présidentielle est une élection tellement importante et qui va être très importante en 2022 parce qu'il va y avoir urgence à changer de cap quand on voit la situation dans laquelle se trouve notre pays avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui était déjà présente avant la crise sanitaire. Et donc, comment on fait pour créer des emplois dans notre pays, redonner du pouvoir d'achat aux Français, leur permettre de vivre dignement avec un vrai travail. Cette question du travail et de vivre dignement avec un travail, nous voulons la mettre au cœur de ces élections présidentielles. Donc oui, ce sera important de porter la dignité du monde du travail et ses revendications. Alors, c'est pour cette raison que, personnellement, je l'ai dit, je pense qu'il est important d'avoir un candidat communiste à l'élection présidentielle et de montrer que les richesses existent dans ce pays pour répondre aux besoins humains, pour relever le défi écologique. La richesse de la France, c'est le monde du travail. Et c'est celui-là que nous voulons défendre et porter lors des élections présidentielles. Eh bien, la gauche, elle a toujours été diverse et différente en France. Il y a une gauche social-démocrate, réformiste, et il y a une gauche révolutionnaire qui justement veut s'attaquer au mur de l'argent et rendre la dignité à nos concitoyens. Eh bien, que les Français s'expriment en choisissant cette gauche dont ils sont le plus proches. Et vous avez bien vu que ces dernières années, nous n'étions pas là.
et la gauche a terriblement déçu. Peut-être qu'en France, on souffre aujourd'hui que le Parti communiste français se soit terriblement affaibli. Si on retrouvait un Parti communiste français à 15 ou 20% comme il y a quelques années, certainement que le monde du travail serait mieux défendu. Comme il y a un siècle, hein, le PC qui a d'ailleurs célébré. Mais le PC qui a célébré son centenaire là au mois de décembre. Voilà. Et c'est une transition pour rappeler que un bouquin est sorti 100 ans du Parti communiste français au Cherche Midi que vous avez préfacé et qui vient d'être publié. Tout à fait. Voilà, merci à vous, Fabien Roussel, député du Nord et donc secrétaire national du PCF. Merci à vous et puis bonne fête, bien évidemment.